Bonjour à tous. Ce matin, on a parlé de nutrition, mais on va aussi parler de souveraineté alimentaire. Alors, en quoi la filière porcine assure-t-elle la souveraineté alimentaire à l'échelle de notre territoire? Alors, tout d'abord, je vous propose de revenir sur une définition. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté alimentaire? En effet, c'est une notion qu'on voit régulièrement réapparaître, notamment quand on est en période de crise. Crise de la Covid-19, on s'est remis à parler de souveraineté alimentaire. Guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pareil, c'est une notion qui émerge dans le débat public. Et autour de cette notion, il y a tout un champ lexical qui gravite autour de la production agricole, des échanges commerciaux, autour des notions d'autosuffisance, d'indépendance ou encore de sécurité alimentaire. Et finalement, c'est une notion, un concept qui n'a pas de définition officielle. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on aborde cette notion sous un angle précis, c'est-à-dire de regarder la souveraineté alimentaire comme la capacité d'une filière à répondre aux besoins à l'échelle d'un territoire et ici à l'échelle de l'État, avec une dépendance limitée aux marchés extérieurs. Alors en quoi la filière porcine évoque cette question de souveraineté alimentaire? Quelle est son importance à l'échelle de la France? Tout d'abord, si on regarde d'un point de vue macroéconomique, le cheptel porcin français, avec ses plus de 12 millions de porcs, c'est le troisième cheptel animal, derrière la volaille et derrière les bovins. C'est aussi le troisième cheptel européen. Donc on a un pays tel que la France qui compte dans cette production porcine. Si on regarde un peu l'historique, on se rend compte que ce cheptel truie, donc la courbe en rose, s'est largement développé dans les années 90, accompagnant le développement de la production nationale. Et puis au fil des ans, la production nationale s'est, elle, stabilisée, alors que le cheptel truie, lui, suit une tendance à l'érosion. Et en effet, qu'est-ce qui explique ceci? Les progrès en termes de génétique et de techniques d'élevage ont permis de compenser cette érosion et on arrive désormais à une production nationale qui est stable dans le temps jusqu'à récemment. Et pourquoi ça a une importance? Ça a une importance parce que le porc, c'est la première viande consommée en France devant la volaille ou devant le bœuf. Alors je ne l'ai pas précisé, tout le contenu de cet exposé est basé sur des données macroéconomiques, donc des données de bilan. Aujourd'hui, on a un marché qui est désormais à l'équilibre entre la production et la consommation, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le développement de la production porcine s'est réalisé dès les années 60 jusque dans les années 2000 pour répondre à un déficit d'approvisionnement sur le marché, un déséquilibre entre la consommation et la production. Dans les années 2000, cette fois-ci, production et consommation s'équilibrent et on voit finalement au fil des ans une stabilité et une production porcine maîtrisée qui reste à l'équilibre au fil du temps. Donc comment ça s'explique? Tout d'abord, la filière s'est développée sur des gains de productivité à la fois en élevage mais aussi dans les autres maillons de la filière, avec des gains techniques dans les abattages mais aussi dans les entreprises de charcuterie salaison. Ça s'explique également par la mise en place de process et de procédés de type traçabilité, notamment pour assurer la sécurité alimentaire, notamment avec une qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments. Donc finalement, notre production nationale, elle s'est développée pour répondre aux besoins des consommateurs et à cette question de sécurité alimentaire. Et puis récemment, au fil du développement de la production porcine, on a vu les échanges extérieurs se développer également, mais toujours d'une manière assez limitée. On voit que les importations finalement ne dépassent très rarement les 27% de la consommation. Alors pourquoi les importations? Tout simplement pour compléter une offre nationale. En effet, au fil des ans, les besoins, les attentes des consommateurs ont évolué vers certains types de produits et l'importation a permis de répondre à ces attentes. Et là, on le voit sur ce graphique à droite, auprès de chaque décennie, la typologie des produits importés. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une présence beaucoup plus importante de produits de type élaboré dans nos importations.
En termes de fournisseurs, qui fournit la France? Eh bien, on a plutôt une diversité de fournisseurs. Bien que l'Espagne reste quand même notre fournisseur majoritaire, eh bien, la France achète aussi des produits chez nos voisins allemands, belges ou encore italiens. Au fil des années, on a aussi vu un développement des exportations de produits, de nos produits produits en France vers l'international. Ça répondait à deux choses. Tout d'abord, à valoriser l'entièreté de la carcasse de porc, à répondre à cet enjeu d'équilibre carcasse, mais aussi à créer de la valeur sur les marchés internationaux. En termes de destination, eh bien, la France exporte un peu de partout, de manière là aussi assez équilibrée, la moitié en Europe et la moitié sur la scène internationale. Et bien que la part des exportations rapportées à la production eh bien, varie un peu plus que celle des importations, on se rend compte là aussi qu'on a une certaine stabilité dans le temps, avec une part des exportations qui reste limitée autour de 30%. Donc finalement, on se rend compte que la dépendance de la France aux marchés internationaux, elle reste limitée. Et l'important aussi, c'est de se comparer et de voir comment ça se passe chez nos pays voisins. Et bien, quand on regarde la dépendance de la France à l'import, eh bien, on se rend compte qu'on est plutôt bon élève, puisque la France a à peu près 25% d'importation sur sa consommation. C'est très loin derrière, par exemple, nos amis hollandais qui importent plus de 60% de leurs besoins, par exemple. Du côté de l'export, là aussi, on est quand même sur une dépendance aux marchés internationaux limitée, à 27%, là il s'agit de données en 2022. Et pareil, on est loin derrière nos amis danois, par exemple, qui, eux, ont développé leur production pour répondre à cette stratégie d'exportation et d'internationalisation. Et en fait, on se rend bien compte cette année que ces stratégies-là ont leurs limites. En effet, avec une baisse forte des importations de la Chine, eh bien, nos amis danois sont dans une posture assez compliquée économiquement. Donc, on arrive en définitive à un marché qui s'établit dans une autosuffisance durable, avec un taux d'auto-approvisionnement, donc c'est la production rapportée à la consommation, qui reste autour de 100%. Donc on se positionne plutôt bien par rapport, pareil, à nos voisins européens. Et c'est assez important dans la filière porcine parce que par rapport à d'autres filières animales qui, elles, ne répondent pas à cet enjeu de l'autosuffisance, eh bien, là, je pense notamment à la viande bovine, au poulet ou encore aux ovins, où là, on est dans un déficit d'auto-approvisionnement sur ces filières-là. Donc pour conclure, eh bien, on a une filière porcine qui en effet assure la souveraineté alimentaire à l'échelle nationale, d'une part grâce à une maîtrise équilibrée de la production qui répond aux besoins des consommateurs, avec un recours limité et surtout pertinent aux dépendances extérieures. On importe pour compléter une offre nationale qui s'adapte aux demandes spécifiques des consommateurs. On exporte pour valoriser l'entièreté de la carcasse et créer de la valeur aussi sur les marchés extérieurs. Et finalement, on a un approvisionnement du marché national qui évolue de manière stable. Et quand on regarde ces courbes au fil du temps, on se rend compte que ça résiste structurellement aux crises. Je n'ai pas affiché d'autres courbes, mais j'aurais pu afficher les courbes, par exemple, du marché polonais, où on voit, par exemple, des indicateurs macroéconomiques qui évoluent en dents de scie, où là, on a des marchés beaucoup moins résilients aux crises. Voilà, tout est bon dans le cochon, notamment pour assurer la souveraineté alimentaire.